Et nous voici aujourd'hui pour une huitième déjà émission avec Pierre Léco de la chaîne Décoder l'écho pour la huitième émission de Covid-19, fabrique de la panique et braquage des comptes publics avec un sujet, comme on dit, très touchy, très sensible, très risqué. On va faire attention à ce qu'on dit. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour équipe de Kairos, bonjour à tous, merci de me recevoir pour la 8e fois, on doit être à 10 heures de vidéo là maintenant. Bon, je précise que tout ce qu'on fait, c'est un résumé de l'ensemble de ce que j'ai fait depuis 2 ans et dont on a dit, c'est la structure et la base d'un livre qui devrait sortir début 2023, donc qui sera détaillé, qui sera le détail complet de tout ce qu'on a raconté ici. Qu'on attend avec impatience. Donc, la dernière émission, c'était les vaccins sont-ils efficaces? Rappelle-nous, Pierre, est-ce qu'ils sont efficaces, ces vaccins? Bah écoute, tous les gouvernements du monde répètent qu'ils sont sûrs et efficaces, sûrs et efficaces, sûrs et efficaces. À force de le répéter, je pense qu'ils espèrent que ça devienne vrai. Voilà, Ils c'est le ça. deviennent? Donc on devrait le répéter nous aussi, de façon à pas se faire bannir. Voilà, les vaccins sont sûrs et efficaces. Voilà, vous pourrez extraire ces morceaux de la vidéo et puis le publier, ce qui permettra d'être propulsé en tête de Bah, ils YouTube. sont efficaces. Ils sont efficaces, Évidemment. mais peut-être pour autre chose que... On a montré qu'ils étaient efficaces la dernière fois, puisque toutes les études montrent une grande efficacité vaccinale. On a montré qu'ils étaient efficaces puisqu'ils permettaient de ne pas se faire tester. C'est le principe du pass vaccinal. Voilà, si vous êtes vacciné, vous ne faites pas tester, vous n'êtes pas testé, pas de test, pas de Covid, pas de Covid, pas de Covid, voilà, tout simplement. Et donc, on a montré que ça s'appelle un biais quand on fait de la mesure statistique, que ce biais-là est présent dès les études de phase 3. Et donc, ce biais est contrôlé. Il est volontaire et contrôlé depuis le début. Voilà, toutes les études de phase 3 et toutes les études des différents gouvernements, agences, promoteurs de la vaccination utilisent les données de tests Covid-19 sans jamais redresser le biais du fait qu'on teste beaucoup plus les non-vaccinés que les vaccinés, ce qui permet de Ouais. montrer une efficacité vaccinale. Donc les vaccins sont-ils efficaces? Oui, ils permettent de ne pas être testés, c'est très Tu nous avais efficace. montré que le ratio était tout à fait faux en partant de 200 ou de 1000, là, ceux qui peuvent... voilà, l'émission est toujours disponible sur notre site, sur tous les réseaux, et que le ratio était tout à fait biaisé volontairement, hein. Volontairement, ils sont pas débiles. Je veux dire, c'est des statisticiens, c'est des gens qui... en tout cas, ils se rendent compte que, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je pense que dans les études de phase 3, c'était volontaire. D'ailleurs, on a vu que c'est public sur le BMJ. Il y a un témoignage d'un des laboratoires qui a travaillé pour Pfizer qui témoigne en disant voilà, on a triché volontairement en disant aux vaccinés de ne pas se tester, de façon à ne pas trouver de Covid chez eux. Donc, on a une preuve qui a été publiée, qui est officielle. En revanche, pour tout ce qui est des gouvernements et des agences, tout ça, à quel point c'est volontaire, je n'en suis pas franchement persuadé. Il y a très très peu de questions qui sont posées par les gens qui travaillent là-bas. C'est assez effarant d'ailleurs. Voilà, Qu'est-ce que tu ils veux dire? admettent la théorie, ils appliquent, ils réfléchissent pas, et ils sortent des stats et ils en déduisent qu'évidemment c'est efficace. Et comme on leur demande de le prouver, ils sont très contents. Et d'ailleurs, ils y croient eux-mêmes, donc ils remettront pas en question quelque chose qui conforte leur idée. Voilà. Donc je suis même pas sûr qu'il y ait une fraude Mhm. volontaire par rapport à ce qui est, en fait, ils ont envie d'appuyer un discours parce que c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on dit qu'il faut faire, c'est pour ça qu'on est récompensé, et donc on y va quoi. En tout cas, le résultat est le même, Pierre. Les actionnaires sont contents. Ils ont engrangé beaucoup d'argent ces 2 dernières années, surtout la dernière année. Pfizer, Moderna, BioNTech, etc., etc. La On est caisse a d'accord. fonctionné. Mais s'il y avait que l'argent, limite, on pourrait s'en sortir parce que l'argent, c'est pas que des gentils, mais il n'y a pas que l'argent. Les politiques sont aussi très contents parce qu'ils ont pu dire aux gens qui s'occupaient d'eux. Donc ils ont pu leur dire qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait et qu'on avait besoin d'eux pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous contraignent volontairement, un peu comme des masochistes, quoi. Voilà, mettez-nous des entraves, enfermez-nous, et on sera content. Donc les politiques ont aussi très besoin de ça. Et on voit bien que les gens ont besoin aussi, ils réclament le fait d'avoir peur, ça les intéresse, et ensuite de se faire protéger. Donc il n'y a pas que l'aspect financier qui est là-dedans. Évidemment. Il y a l'aspect de pouvoir, et puis il y a malheureusement l'aspect de la servitude volontaire. Voilà, la Boétie s'en plaignait déjà, et c'est pas le seul. Donc il y a trop de gens qui volontairement rentrent dans ce jeu-là pour avoir envie finalement de penser qu'ils ont eu tort à un certain moment ou qui acceptent de se poser des questions. Voilà, je pense Oui, que tu as raison de le souligner, comme on l'a montré dans l'interview avec Ariane Mullerand et Vincent Pavant, que vous pouvez retrouver sur notre site et aussi sur tous les réseaux. Le pouvoir attire ce type de pouvoir attire des pervers, des paranoïas et des gens qui
prennent un malin plaisir à contrôler les masses et à leur faire porter des masques. Et on a vu d'ailleurs qu'en France et en Belgique, ils continuaient à faire la fête, à avoir des dîners dans des beaux restaurants où ils regardaient pas le prix du dessert. Et, et donc, voilà, le narratif était imposé aux autres, mais pas pour eux. Alors aujourd'hui, j'allais dire, pire que la semaine dernière. C'est les vaccins sont-ils sûrs? Oui, c'est la question voilà, on a parlé d'efficacité la dernière fois. Maintenant, on va parler de la sûreté. C'est évidemment une question centrale. Et donc voilà, les vaccins sont sûrs et efficaces, il faut le répéter, tout le monde le dit. Donc la dernière fois, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on montre qu'ils sont efficaces. Maintenant, on se pose la question de comment montrer qu'ils sont sûrs. Et voilà, comment est-ce qu'on mesure la sécurité de toutes les injections, et puis en particulier de celles-ci. Voilà, je donne pas la conclusion, hein, évidemment, pour des raisons évidentes. Pas encore. Donc, comment est-ce qu'on mesure la sécurité des injections? On va faire un petit retour sur ce qu'on a appelé la deuxième vague, tout d'abord. Donc, c'était bien avant les vaccinations anti-Covid, ça n'existait pas encore. On va parler de ce qu'est la pharmacovigilance, qui permet de mesurer les effets indésirables de tous les médicaments. Ensuite, on va faire un focus sur la mortalité qu'on observe en Israël, suite aux premières campagnes de piqûres, sur lesquelles on avait fait un article très précoce, où c'est Steve Oanam et Alexandre Yoncode qui avaient sorti les données, sorti un article précoce en disant c'est bizarre, on voit quand même des choses qui ne sont pas rassurantes. Donc j'avais repris les calculs pour montrer ce que moi je voyais, et les conclusions étaient les mêmes, évidemment, puisque c'était les mêmes données, à peu près quasiment les mêmes façons de faire, enfin bref, on était tous d'accord. J'ai reproduit ça ensuite derrière sur tous les pays d'Europe. Voilà, donc j'ai regardé, voilà, pendant qu'on pique des gens en grand nombre, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la mortalité, tout simplement, tout bête. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le nombre de personnes qu'on pique et le nombre de morts? Et ça, ASH par âge. Ensuite, on verra la mortalité anglaise, puisque les Anglaises sont les seuls à donner des chiffres de nombre de décès par âge et selon le statut vaccinal. Décès toutes causes confondues, j'entends. Parce que tous les autres pays, ce qu'ils font, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'ils font le prisme Covid. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de statistiques en dehors de ce qui a un test Covid. Et comme on l'a vu, on teste beaucoup plus les non-vaccinés que les vaccinés. C'est très facile de trouver plus de morts chez eux. Et puis du coup de dire ils meurent Covid, donc alors que les autres ne meurent pas du Covid. Donc voilà, la vaccination est très efficace. Et donc, ils ne regardent jamais les décès toutes causes pour voir si vraiment les non-vaccinés les vaccinés meurent vraiment moins que les non-vaccinés. Donc les chiffres les plus fiables, Pierre, si je t'entends, c'est ceux du Royaume-Uni. Ce sont les chiffres. On va voir qu'ils ne sont pas parfaits, qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, il y a certaines choses qui ne sont pas publiques à l'intérieur. Mais de ce que l'on voit, ça mérite quand même de se poser quand même beaucoup de questions sur la sécurité de ce qui est fait. Je vais vous montrer ce que c'est. Et enfin, on va finir par les études des agences gouvernementales qui, elles, continuent de ce qu'on a vu pour l'efficacité. Voilà, elles sont complètement dans le prisme dont je viens de parler. Et donc, elles ne font pas le travail pour lequel elles devraient se pencher, c'est-à-dire vérifier sans biais la sécurité de tous les médicaments, dont ceux qui sont injectés depuis récemment. Alors, on va parler de la deuxième vague. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse première vague dont on a parlé dans la vidéo qui s'appelle « Mort sous protection sanitaire ». Je vous ai montré que pendant la première vague, on explique la totalité de la surmortalité, non pas par quelque chose qui se répandrait, un méchant germe, mais bien par directement les mesures qui sont prises. Donc, pour mémoire, il y avait d'abord le refus de soins avec les AVC et les infarctus. Ça, c'est documenté par les agences de santé. Ils disent bien que les gens ne sont pas venus à l'hôpital, qu'on ne les a pas vus. Et bizarrement, il y a plus de morts à la maison. Voilà. Il y a 5000 morts de trop. Il y a 5000 personnes qui ne sont pas venues pour les urgences habituelles. Bon, voilà. On a vu qu'à l'hôpital, qu'on a eu une surmortalité sur la période cataloguée pour beaucoup Covid-19, mais dans des conditions particulières où on a dit aux gens ne venez pas à l'hôpital, ne venez pas. Et quand ils arrivaient, ils mouraient dans les 48 heures. C'est trop tard, ouais. Voilà, donc c'était trop tard. Et la surmortalité correspond exactement aux personnes qui sont mortes dans les 3 jours à l'hôpital. Donc c'est assez étrange. Et puis, ça s'explique parfaitement donc. Et puis, le troisième cas, ce sont dans les EHPAD où on a vu que la surmortalité dans les EHPAD de la première vague s'explique parfaitement
par l'utilisation des palliatifs, donc c'est-à-dire des drogues qui servent à calmer, ce sont des calmants qui servent à calmer les gens plutôt que de les soigner. Et on a vu qu'il y a eu une surutilisation des palliatifs en version injectable, notamment le Rivotril en France, qui explique parfaitement la surmortalité, c'est-à-dire voilà, les personnes âgées sur cette période-là, attention à tous, il faut les... On a décidé péremptoirement que ça ne soignait pas, qu'il ne fallait pas essayer, et donc on leur donne des palliatifs. Donc Oui, rappelons qu'il était administré par décret. Et c'est un décret, oui, qui a été administré. Et puis il y a aussi beaucoup de pression sur les médecins en soins palliatifs à qui on a dit attention, il y a une maladie extrêmement dangereuse qui va circuler et on ne sait pas la soigner, donc vous devez accompagner les gens. Et c'est normal que derrière cette pression et cette information, il y a beaucoup de monde qui y a cru. Et puisque ça ne se soignait pas, voilà, le travail des personnes en palliatif étant que les gens ne partent pas en souffrance et ne s'étouffent pas, du coup il n'y avait pas de soins et donc ils sont partis en palliatif. Et on voit bien que la mortalité correspond exactement. Donc voilà, on avait tout expliqué la première vague. Maintenant, on va passer à la deuxième et je vais vous présenter un phénomène qui est assez peu connu et qui a trait à un autre vaccin qui est le célèbre vaccin antigrippal. Et donc ça, ce sont les nombres de doses de vaccins antigrippaux qui sont distribués chaque année. Donc là, vous voyez, chaque hiver, voilà, en France, c'est à partir de 60. Je crois qu'en Belgique, c'est pareil. C'est pour les plus de 65 ans que c'est gratuit. Allez-y, c'est important, vaccinez-vous l'hiver. Et il s'est trouvé que quand il y a eu l'histoire de la pandémie Covid-19 depuis arrivé en mars-avril 2020, il y a eu derrière, pendant l'hiver, la plus grande campagne jamais réalisée. On n'a jamais piqué autant de personnes pour des vaccins antigrippaux. Voilà, vous voyez le trait là qui est énormissime. On est en octobre 2020 par rapport aux autres années. C'est un succès qui est complètement fou. Il y a eu des pénuries dans beaucoup de pays. Il y a eu tellement de demandes. Alors c'était rigolo, on disait la grippe a disparu, mais voilà, c'est le danger, c'est du coronavirus. Les grippes, il n'y en a plus. Et les gens se sont rués sur les vaccins antigrippaux comme jamais, pourtant. Donc voilà, une certaine logique. Il y a une explication, Pierre. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils piquaient en même temps Non, ils ont piqué bien après, pour le Covid. Ils ont piqué bien après, donc voilà, là, les gens ont eu peur. Oui, on est en octobre 2020, les vaccins Covid ils sont arrivés janvier 2021, donc non, c'est bien avant. Les gens réclamaient leur piqûre antigrippale, c'était vraiment, vraiment gros succès. Voilà, du coup, la peur, c'est pas que pour un type de vaccin, ça a déclenché un hygiénisme et puis voilà, un manque des gens qui avaient besoin de se rassurer de tout. En même temps, c'est très visible par le succès des vaccins antigrippaux et probablement d'autres barbituriques aussi. Alors, il se passe un truc quand même bizarre avec ces vaccins antigrippaux. Rappelez, je ne sais pas si les gens savent, mais il y a eu la grippe H1N1, on en a déjà parlé, on a fait une émission dessus. Non, on n'a pas encore parlé, c'est dans la prochaine, probablement que je reviendrai dessus en détail. Rappelez-vous, c'était 2009, là on a dit qu'il y aurait une grande épidémie de grippe qui allait tuer tout le monde en Europe, il fallait tous se faire vacciner, tout ça. Et ça n'a pas pris du tout. Les vaccins spéciaux H1N1, en France, ils ont très peu marché, il y a très peu de personnes qui se sont fait piquer. Et au final, avec cette pandémie qui devait tuer des millions de personnes, en France, ils ont réussi à dénombrer, je ne sais plus, 100 personnes, quelque chose comme ça. Il y a eu un rapport du Sénat d'ailleurs qui a démenti tous les mensonges. Oui, c'est ça. Le rapport du Sénat dit que c'est l'OMS qui a menti. C'est écrit très clairement, qu'ils ont dit n'importe quoi pour faire peur aux gens et pour vendre des vaccins. C'est écrit clairement dedans sur cette fameuse pandémie H1N1. Et en France, on n'avait pas beaucoup de personnes qui se sont fait piquer, mais il y a des pays, notamment les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, qui ont été, mais alors direct, quoi, ils ont direct fait piquer tout le monde, dont les enfants. Et ils ont eu un tas de problèmes avec notamment des cas de narcolepsie qui sont arrivés chez des enfants. Narcolepsie, c'est quand dès que vous avez une émotion, vous vous endormez. Donc c'est le cerveau qui est grillé et ça pose vous pose des problèmes à vie. C'est un peu emmerdant. Voilà, c'est un peu emmerdant. Alors, quand il y a un médicament, on en parlera après, mais du coup, la mort, ça se voit pas forcément parce que c'est un phénomène assez courant des gens qui meurent. En revanche, la narcolepsie, c'est pratique parce qu'il y a globalement une personne sur 7 millions qui est atteinte de ça. Donc, c'est-à-dire c'est très, très peu dans le monde. Et quand vous avez tout d'un coup des dizaines d'enfants qui sont atteints de la même chose en même temps, là, vous réussissez à prouver la causalité. Et les procès, ensuite, il y a eu des procès contre les fabricants qui se sont terminés en 2018. Donc, quand arrive la pandémie, et donc là, en 2019, il y a eu des films, des documentaires pour expliquer qu'on s'était foutu de leur gueule, que voilà, ils avaient vacciné pour n'importe quoi.
que ça n'avait aucun sens et que c'était dangereux. Donc, il y a eu une grosse de l'information médiatisée sur ce sujet dans ces pays-là. Et donc, ce qui fait qu'ils sont plus très chauds, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens, à se faire piquer pour les vaccins anti-grippaux parce qu'ils ont vu ce que ça faisait. Et donc, vous voyez que voilà, il y a d'ailleurs ces pays-là qui ne se font plus piquer l'hiver. Étrangement, ils meurent moins maintenant. Voilà, c'est peut-être aucun rapport. Hein. Non, on ne va quand même pas établir des causalités comme ça. Voilà, on ne va pas faire ça. Juste, il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Il y a quelque chose qui se passe de bizarre, qui est que même en mortalité hivernale, ça a l'air mieux. Depuis... Alors, une petite précision, juste Pierre, parce qu'ici, il y a des gens qui font des commentaires. Quelqu'un dit, bon, on l'avait déjà dit, hein, mais on parle de vaccin, c'est par commodité par rapport au vaccin Covid-19, puisque c'est quand même avéré que c'est quelque chose c'est plutôt, comment on peut dire sans être censuré par YouTube, une injection expérimentale. Non, ça c'est pas bien ça. Comment on dit? Non, mais je vais pas donner de différence entre tous. De toute façon, la théorie sous-jacente à cette pratique, à mon sens, elle n'est pas plus valable dans un cas que dans l'autre. Donc, vous avez chacun le droit de croire ce qu'il veut sur ce sujet-là. Moi, je ne ferai pas de différence particulière entre les différents types de vaccination. Ça, c'est des discussions qui ne me concernent même pas. D'ailleurs, on parlera peut-être en conclusion du coup des questions à se poser. Hein. Sur ces sujets-là, il faut revenir dans ces cas-là à des questions scientifiques et se poser la question sur la totalité de cette pratique, sur quoi elle est fondée historiquement, qu'est-ce qu'on peut prouver de ces effets en regardant les données historiques, quelles sont les expériences scientifiques et je parle de la totalité, hein, quelles sont les expériences scientifiques qui me prouvent que ça sert à quelque chose et qu'est-ce qui prouve également que ce serait complètement, voilà, que ce serait sûr, avec une totale innocuité, que les produits qu'il y a dedans sont bien contrôlés et que tout cela, c'est bon pour la santé. Moi, j'invite chacun à se renseigner sur la totalité de ces éléments-là, hein, revenir sur les données historiques, sur ce qu'on sait, sur quoi est fondé scientifiquement ce principe-là. Posez-vous la question, renseignez-vous, allez voir, et puis tombez dans de nombreuses surprises tout au long de votre chemin d'apprentissage. Ouais, tu veux dire, Pierre, que c'est plus important de se poser ces questions-là plutôt que de se demander si, en termes de définition, c'est ou pas un vaccin? Exactement. Moi, du coup, sur la définition vaccin, j'ai pas de problème à appeler ça des vaccins. Et ensuite, maintenant, j'ai un autre regard depuis que je me suis renseigné scientifiquement sur tout ce que l'on appelait, sur tout ce qu'était cette pratique. Hein, voilà. Donc, allez voir, renseignez-vous. Quand on vous dit, par exemple, on sait que ça marche ou que ça a éradiqué telle ou telle maladie, ce qui était mon discours il n'y a pas très longtemps, puisque vu que c'était écrit notamment par l'OMS, moi je répétais, et je l'ai même appris à l'école. Voilà. Mais maintenant, derrière, ensuite, on se renseigne, on se pose les questions des expériences qui nous permettent de savoir que ça fonctionne pas. Sur quoi on conclut, qu'est-ce qui nous permet de conclure de l'efficacité. Voilà. Donc moi, je ferai pas de différence parce que, voilà, entre les différentes injections. Chacun se renseigne. Et puis, on est des adultes, on a pas mal d'informations qui sont disponibles et on peut faire le tri. Voilà. Donc, la seule chose que je remarque, c'est que depuis, en tout cas, qu'il y a des changements de pratiques qui ont été opérés dans des pays nordiques, on observe également des changements de résultats étranges sur les impacts de la mortalité hivernale. Alors qu'en France, voilà. Alors, ce qui est... alors ça, c'est j'ai mis l'Italie. On va dire qu'on a des belles différences qu'il y a entre des pays, voilà, qui depuis on change de pratique parce qu'il s'est passé des choses, et d'autres pays qui, voilà, continuent dans la droite lignée de ce type des injections antigrippales tous les ans, avec des résultats assez divers. Et il se passe quelque chose d'intéressant qui est que les grandes campagnes de vaccination anti-grippe, notamment en 2020, elles ont lieu en octobre. Et là, on observe à ces moments-là des hausses de mortalité qui sont assez énormes dans les pays qui continuent d'utiliser ces injections-là. Là, on le voit en Italie. Dans les jours qui suivent ? Dans les semaines qui correspondent aux injections de masse.
Donc là, vous le voyez très bien, alors qu'il n'y en a plus du tout en Finlande. Et là, je n'ai pas choisi la Finlande par hasard. La Finlande, c'est ceux, en fait, ils avaient été bien trop approvisionnés parce que les gens les utilisent moins maintenant, vu ce qui s'est passé. Et donc, ils ont refourni aux autres pays européens qui en manquaient les doses qu'ils avaient en trop. Et vous voyez, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Ceux-là qui ont un nombre de piqûres relativement léger, on va dire, sur les piqûres antigrippales, alors que l'Italie qui en fait une grande consommation, voilà, il se passe 2 choses assez différentes en termes de mortalité ici. Pierre, sans faire le complotiste, on peut considérer qu'il y a peu d'autres variables qui pourraient expliquer cet excès de mortalité que la piqûre qui était donnée, la vaccination. Disons qu'il faudrait en trouver d'autres, mais celle-ci en est une. Voilà. Il y a une corrélation ici. Alors là, comme on n'a pas le détail par pays, moi, j'ai jamais pu faire la vérification exacte entre les différents pays parce que j'ai pas trouvé de base de données qui me le permettait. Mais en revanche, on va pouvoir le faire sur les vaccins anti-Covid tout à l'heure, puisque là, on a des données par pays. Pour la France, j'ai les données des piqûres antigrippales, ce que je vous les ai montrées. Vous voyez ici, ça, c'est le nombre de piqûres données et j'ai mis en face la mortalité. Et il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'à la suite de ce record de nombre d'injections jamais égalé en même temps, on a une vraie augmentation qui est directe du nombre de décès et qui se voit parfaitement bien ici sur le graphique. Et puis, en remontant dans le passé, en fait, on se rend compte, c'était une vraie surprise, que même si je reprends toutes les années passées, cette campagne qui a lieu autour du mois d'octobre à chaque fois, elle est parfaitement concomitante de une petite bosse, une hausse qui est une prémisse, la hausse de mortalité hivernale qu'on a chez les personnes âgées et sur les personnes âgées uniquement. Parce que comme elle est gratuite chez les plus de 60 ans, il n'y a que les plus de 60 ans qui en profitent. C'est leur récompense d'entrée en retraite. Et il se trouve que eux, ils ont une hausse de mortalité à cette période-là. Donc il se passe un truc à ce moment-là qui est assez étrange. C'est une vraie découverte de ma part à ce moment-là. Même on me l'aurait dit, j'aurais pas cru avant de vérifier. Mais voilà, il y a vraiment cette corrélation. Et c'est pas la seule corrélation. Là, je vous montre par pays, il y a une corrélation, mais même au sein de notre pays, il y a aussi une corrélation. Je vous avais montré pour la première vague, rappelez-vous, qu'il y a une vraie hausse de mortalité quasiment uniquement dans les départements franciliens, d'Île-de-France, et pas dans les autres départements. Donc on s'est dit quand même, c'est bizarre, cette pandémie qui touche tout le monde, mais donc on n'a que quelques départements qui sont touchés, et uniquement ceux proches du pouvoir et qui appliquent les directives gouvernementales avec beaucoup de zèle. Donc voilà, c'est bizarre. Mais à cette période d'octobre, il se passe, et ça touchait pas mal les territoires parisiens et les territoires pauvres, notamment. Et donc on se disait aussi, ça a été dit par Denis Rancourt, qu'il y a aussi le fait d'enfermer les gens chez eux, c'est pas terrible, en particulier chez les pauvres. Et là, il se passe un truc étrange de cette nouvelle vague, de la deuxième vague, c'est qu'elle touche en priorité des territoires riches. Et donc voilà, on a première vague qui touche les territoires pauvres, les territoires riches. Et donc ça, c'est assez étrange, mais on sait que ceux qui vont se faire piquer, vacciner contre la grippe, ce sont plutôt les plus riches. Ce sont plutôt les catégories supérieures qui savent, parce qu'ils sont intelligents, que tout ça, c'est forcément sûr et efficace, et donc qui y vont. Et donc là, c'est que les courbes bleues, pardon, je n'ai peut-être pas précisé, ce sont les décès, et la courbe rouge, c'est le nombre de décès qu'on peut prévoir sur un territoire en fonction de la température. Ça, je vous avais montré que c'était bien corrélé. Et là, vous voyez qu'en Seine-Saint-Denis, où les gens ne vont pas se faire piquer de manière volontaire parce que ce n'est pas une pratique courante dans les populations les plus pauvres, il n'y a pas du tout de hausse de mortalité au moment de l'hiver. Alors qu'en Seine-et-Marne, où il y a plutôt des gens riches, et donc qui y vont volontiers, on a une belle bosse, alors qu'il ne fait pas froid du tout. On a une belle bosse de mortalité qui est précoce et qui a lieu au moment où les gens vont se faire vacciner pour ne pas avoir la grippe. Pour une fois que c'est pas les pauvres qui meurent plus. Oui. Sur le sujet dont on parle, de toute façon, ça a trait avec le fait d'être convaincu par un certain scientisme. Des pratiques qui sont décrites comme étant scientifiques et qui sont sûres, efficaces, et dont on vous a convaincu. Ils ont été très pédagogues pour nous expliquer à quel point ça marchait. Alors que il y a d'autres populations qui ne sont pas sensibles et qui n'y croient pas ou qui ne participent pas à cette pratique-là.
Mais du coup, Une plus forte encore une croyance aussi. pardon? Excuse-moi Pierre, une plus forte croyance aussi peut-être dans les groupes, favorisés que l'État nous veut du bien? Exactement, ça c'est très, 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 très marqué évidemment, quand on est dans un environnement qui fait qu'on est un gagnant du système, on se dit pas que le système peut être délétère, tout simplement. Alors que quand on est un perdant, fatalement, on fait pas très confiance au système. Donc il y a en effet, quelque chose qui a trait, au fait, bah, voilà, d'admettre ce que le système nous dit. Et donc, bah, encore une fois, sur toutes ces idées-là, renseignez-vous, prenez-vous en main et puis faites-vous votre propre idée, en particulier avec ce qu'on dit qui est scientifique. C'est-à-dire les scientifiques, c'est l'expérience, hein, c'est pas, des gens qui grattent des papiers, qui vous font des schémas fondés sur rien. Ça, c'est pas de la science, hein, c'est de la théologie. Bah, du coup, voilà, renseignez-vous et puis faites-vous votre propre idée. Alors, il se passe aussi un truc, ce qui est assez rigolo, c'est c'est une étude qui a été publiée donc, vous pouvez trouver sur le NIH, qui montre qu'il y a une corrélation entre le fait de vacciner les gens contre la grippe, c'est sur des militaires, et le fait qu'ils soient malades, ça c'est la première chose. Donc voilà, derrière, mais ça c'est écrit dans les effets indésirables, on le verra tout à l'heure. Mais surtout, en plus, derrière, les gens ressortent positifs au test pour vérifier s'ils n'auraient pas un virus dit comme coronavirus. Donc vous piquez des gens, pour les virus antigrippaux contre les virus antigrippaux, et derrière vous avez des gens qui sont malades et des gens qui ressortent positifs au test coronavirus. Donc ça, c'est intéressant. Il faut vous rappeler l'histoire dans laquelle on est. Et puis bah voilà, sur le fait qu'ils sont malades, vous allez voir sur, le Vidal les effets indésirables possibles du médicament. Alors ça, c'est Vaxi Grippe Tetra, qui est un des vaccins antigrippaux. Vous voyez que voilà, très fréquent, maux de tête, douleurs musculaires, malaise, douleur au point d'injection, des fréquents fièvres, frissons, gonflements, rougeur. Symptômes de la grippe, quoi. Bah voilà, vous faites vacciner contre la grippe, vous avez un symptôme dit grippaux, ou des symptômes qui sont très clairement aujourd'hui identifiés comme Covid-19. Voilà. Donc, vous vous faites vacciner et vous avez des symptômes qui sont reconnus comme Covid-19. Et avec l'étude précédente, si on vous fait un test, vous avez plus de chances de ressortir avec un test positif. On a vu que, on a fait une vidéo spécifique sur les tests pour montrer qu'il n'y avait pas de lien entre un résultat de test ou même la présence d'une séquence ARN quelconque et la maladie. Et voilà, là on est dans le cas, pic, derrière vous êtes malade très fréquemment, et en plus vous êtes ressortir positif au résultat. Donc il va se passer quoi, puisqu'on est en train de dire qu'il y a un Covid partout qui se répand, et que c'est une maladie incurable sur laquelle il n'existe pas de traitement. Quelles sont vos chances de survie? Une personne âgée, 80 piges, on vous pique, vous êtes malade, on vous dit c'est Covid-19, on ne sait pas soigner. Voilà. Donc là, on repart dans l'idée préconçue initiale. Voilà. Donc sur cette groupe-là, sur le graphique ici, là, ce qu'on est en train de mesurer, c'est pas forcément qu'on est en train de. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tué des gens ou qu'on les a empoisonnés. Juste, si on fait la même chose que d'habitude, mais cette fois-ci sur un nombre beaucoup plus grand, on va piquer, d'après le Vidal, on va avoir beaucoup plus de malades dits grippaux ou avec des symptômes dits Covid-19, et en plus, ils ressortiront positifs au test. Et voilà, ça ne se soigne pas, c'est On grave. pourra pas le soigner. Voilà. Donc, et la mortalité augmente. Eh bah oui. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer que il y a beaucoup de choses à voir sur cette idée de vaccination. Ce qui se passe sur le virus de la grippe en termes de statistiques, je vous ai montré plein de corrélations là, qui me montrent qu'il s'est passé quelque chose. Je ne pense pas que ce soit des vaccins différents qui aient été empoisonnés, etc. Juste si on fait comme d'habitude, mais qu'on est dans une croyance, une croyance qui est la même depuis le début, à savoir, voilà, une maladie mortelle se répand et elle est incurable, dans ces cas-là, vous avez plus de morts que d'habitude face aux décisions que vous êtes en train de prendre. Voilà. Donc, c'est ça qu'on est en train de mesurer. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les injections anti-coco. Et il se passe quand même des choses assez étranges quand vous regardez la pharmacovigilance. Tout ce que je vais dire est public. Vous allez sur le site du VAERS, qui est la pharmacovigilance américaine. Vous allez sur l'ANSM en France, vous tapez pharmacovigilance vaccin Covid-19, tout est public. Vous allez sur AdReports, qui est le site de EudraVigilance qui fait toute la pharmacovigilance européenne. Vous avez toutes les informations disponibles. Vous voyez tout ce qui a été remonté comme effet indésirable des injections anti-Covid-19, tout ça, c'est public, vous allez le voir. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, vous allez découvrir les chiffres, il faut comparer par rapport au passé, et c'est assez effarant.
C'est effarant, et en fait, il y a tous les chiffres de pharmacovigilance qui ont explosé, mais complètement explosé, depuis le début des vaccinations anti-Covid-19. Voilà, c'est la pharmacovigilance publique, vous allez la chercher, vous voyez que tous les chiffres explosent. En sachant, Pierre, qu'elle fonctionne de manière tout à fait imparfaite et qu'on considère qu'entre 1% et 10% des cas remonteraient réellement à la pharmacovigilance. Tu es d'accord avec ça? On va y venir exactement. C'est à tel point que ça explose, mais tout de suite, que finalement, relativement rapidement, il y a une équipe de chercheurs menée par le professeur Wallach qui a écrit un article qui a été publié par la revue qui s'appelle Vaccine, donc vaccination, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont à la base identifiés comme anti-vax, dans une revue qui est pro-vaccinale et qui traite de vaccination. Le titre, c'était Safety of COVID-19, Vaccination of Cure Driving the Policy. Donc, la sécurité des vaccins anti-Covid-19, et nous devrions revoir la politique de vaccination. Cet article-là, il a été publié, donc revu par les pairs et publié. Mais ensuite, très rapidement, 2 jours après, il a été retiré parce que le journal a subi d'énormes pressions de la part de personnes en interne qui ont forcé à retirer, sachant que pour retracter un article, normalement, il faut des arguments scientifiques. Il faut qu'il y ait une fraude avérée, il faut prouver que, ou bien qu'il y a eu un recopiage. Il y a des critères très précis. Il n'y en a aucun qui a été respecté ici. C'est retiré sans raison. Donc, la pression politique fonctionne aussi, à mon avis. Voilà, c'est la conclusion. Enfin, on ne voit pas d'autres raisons que des raisons politiques d'enlever cet article. Et donc cet article-là, en fait, il disait très clairement, mais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune idée des effets secondaires, d'ailleurs, il ne faut pas dire secondaires, mais plutôt indésirables, qui seraient réellement causés par des vaccins. On n'en sait rien. Il n'y a la pharmacovigilance, c'est pas du tout quelque chose de proactif. Il n'y a aucun pays, aucun endroit où on vous injecte quelque chose, on vous donne un médicament, et derrière, on vous rappelle tous les jours pour vous demander comment ça va, et derrière, on enregistrerait les effets. Ça, ce serait la pharmacovigilance active. Ce qui se passe, c'est que c'est passif. C'est-à-dire que, voilà, on distribue à grande échelle un truc, un médicament quel qu'il soit, puis ensuite, on attend que les gens fassent l'effort de remonter. Si jamais vous avez l'occasion, les gens, essayez juste de tenter de déclarer quelque chose. C'est un chemin de croix. Vous en avez pour plusieurs heures à essayer de déclarer le moindre effet indésirable. C'est extrêmement dur, c'est hyper long, et donc c'est hyper dissuasif. Et parfois c'est pire. Pierre, je rappelle l'interview qu'on avait fait du médecin urgentiste ici en Belgique, Nabil El Takriti, qui avait vu les effets secondaires qu'il constatait, contacter la pharmacovigilance, et ils lui ont dit: êtes-vous sûr vraiment de ce que vous dites? Ce n'est pas normal de venir dire ça. Vous allez à l'encontre de la politique de vaccination et des projets de vaccination de l'État. C'est incroyable ce qui s'est passé. Oui, il y a tout un tas de freins, mais de toute façon, le premier, c'est le fait que c'est chiant. Rapporter en médecin. Mais vous pouvez le faire, vous, en tant qu'individu, c'est très dur aussi. Et pour les médecins aussi, si vous allez voir votre médecin et que vous lui dites: depuis que vous m'avez prescrit tel médicament, je me sens très mal, c'est très rare que votre médecin vous dise: ah bah oui, j'ai merdé. Ou bien qu'il vous dise: oui, c'est normal, je donne du poison. Ou bien qu'il vous dise, non, première réaction naturelle, c'est quand même le déni, surtout sur une chose comme ça, où on vous injecte quelque chose, on dit c'est efficace, donc on vous dit c'est pas ça, ou c'est normal. Donc c'est très dur de toute façon de faire admettre aussi à quelqu'un qui est intervenu qu'il s'est passé quelque chose de néfaste. Donc il y a tout un tas de freins, et le fait que ce soit par volontaire, ça pose des problèmes de suivi. Et à l'inverse, on peut très bien dire: bah oui, mais si une personne a des vomissements le lendemain du jour où elle s'est fait piquer, c'est peut-être pas le vaccin. Mais tout à fait. Donc, mais dans le fait, il faudrait tout déclarer tout le temps pour savoir s'il est plus ou moins normal de voir des choses se déclencher. Mais comme on ne le fait pas, ça permet en fait aux industriels de toujours se cacher en disant: vous ne pouvez pas prouver la causalité. On ne peut jamais. On ne peut avoir que des soupçons. Ouais, donc la pharmacovigilance ne fonctionne pas, mais malgré son dysfonctionnement, les cas qui remontent sont déjà très inquiétants. Oui, donc ça, je schématise ici. En fait, si on considère qu'il y a des effets secondaires qui seraient réellement, enfin plutôt indésirables, réellement causés par des vaccins, et puis il y a des remontées, on ne capte qu'une partie des effets indésirables puisque les gens ne remontent pas, et puis on en capte, on va dire, un peu trop de gens qui ont été malades après, mais c'est pas à cause de ça. Donc c'est ce que représente ce schéma. Et ce qu'a fait l'équipe de Wallach, c'est qu'ils ont dit: comme on ne connaît pas les vrais effets indésirables, on prend les remontées de pharmacovigilance en se disant qu'ils doivent correspondre.
Bon, et en fait, ils ne correspondent pas tout à fait. Et comme tu l'as dit, selon les études, on sait qu'il y a seulement 1 à 10% des effets qui sont remontés. Il y a différentes études qui ont été faites sur le sujet, qui sont publiées. Et même le 10%, ce sont les fabricants. Le 10%, c'est estimé par les fabricants de médicaments. Voilà. Donc, les fabricants de médicaments sont d'accord pour dire que quand vous avez de la pharmacovigilance, il faut au moins multiplier par 10 pour avoir le vrai nombre d'effets. Et sachant que c'est les fabricants qui disent ça, donc ils ont plutôt tendance à sous-estimer parce que ça les arrange. Voilà. Et on est entre 1 et 10. Mais voilà, 10, c'est le minimum, hein, c'est les fabricants qui le disent. Donc, il n'y a pas de... Prenons 10. Et donc, voilà, dans le schéma que j'ai montré et qu'a utilisé Valache, il fait comme si c'était 50-50, alors qu'il faudrait normalement multiplier par 10. Donc, il n'y a aucune raison de dire qu'il surestimerait quelque chose, il est forcément en train de sous-estimer. Bon, et puis il y a un dernier problème dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'ils ne veulent jamais parler de causalité. En fait, on appelle ça l'imputabilité. Voilà, vous êtes malade, est-ce que ça peut être imputable aux médicaments que vous avez reçus? Et les seules choses qu'admettent l'OMS, c'est le fameux challenge des challenges au challenge. C'est-à-dire que pour qu'un effet indésirable soit reconnu comme ayant attrait à un traitement, il faut qu'il se passe 3 choses. Tout d'abord, vous prenez le traitement et vous arrive l'effet indésirable. Mettons que vous avez plein de boutons qui apparaissent qui sont purulents. Ensuite, ce que fait le médecin, c'est qu'il vous arrête le traitement. Et là, pour parler d'imputabilité, il faut que les boutons s'arrêtent. Si jamais les boutons continuent, on dit bah, c'était pas le traitement. Donc là, les boutons s'arrêtent. Et ensuite, pour terminer l'imputabilité, il y a ce qu'on appelle le rechallenge. C'est-à-dire qu'on vous redonne le traitement et il faut qu'il y ait une éruption cutanée. Ah ouais. Donc, pour des vaccins, c'est pas facile. Quand il y a 2 doses, ça veut dire qu'il faut que ça vous arrive à votre première et à votre deuxième pour qu'on puisse commencer à parler d'imputabilité. C'est rare, surtout que quand il vous arrive un truc grave, souvent, bah, vous ne faites pas la deuxième. Donc, dans ces cas-là, on ne parle jamais d'imputabilité. Et puis, il se passe un truc aussi. Bah, imaginez que vous receviez un médicament, une injection, n'importe quoi, qui derrière, bah, vous mourrez. Donc là, vous faites injection, on meurt. On Challenge. peut pas mourir 2 fois, Pierre? Voilà, bah, pour pouvoir parler d'imputabilité, il faudrait ranimer la personne et la faire mourir une deuxième fois. Donc, on ne trouve pas des masses de candidats, ce qui permet à l'industrie pharmaceutique de ne jamais donner d'imputabilité de la mort à un quelconque vaccin ouais. selon cette règle-là, ou à un quelconque médicament d'ailleurs. Donc voilà, on est hyper imparfait sur le côté sur l'imputabilité. Je vous ai dit que c'était public, allez voir. Ça, c'est une capture d'écran du dernier rapport de l'ANSM. Il y en a peut-être un depuis, je l'avais pris, comme moi j'ai travaillé cette vidéo cet été, donc c'était dernier donné du mois de juin. C'est que pour Pfizer. Nombre d'effets indésirables cumulés depuis le début, 100 000. 100 000 effets indésirables, donc c'est-à-dire des gens qui ont pris le temps de déclarer leur effet indésirable, enfin leur effet, oui c'est ça, indésirable, donc 50 000 par des patients, 50 000 par des professionnels de santé, voilà. C'est-à-dire, vous multipliez par 10, vous avez, on multiplie par 10 selon je vais dire les fabricants qui disent qu'il faut multiplier par 10, vous êtes à 1 million déjà de gens qui ont eu des problèmes. Non grave, 80 000, bah, du coup ça veut dire grave 20 000, ça veut quand même dire 20 000 cas graves reconnus, c'est-à-dire une estimation est à 200 000 des cas graves possibles qu'il y a eu depuis le début, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est reconnu par la NSM, avec mise en jeu du pronostic vital, 1000 personnes et 1500 décès. Voilà. Donc 1500 décès, ils disent mais il n'y a pas de causalité. Ben, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont fait l'effort. Alors, c'est pas eux, puisque comme ils sont morts, ils n'ont pas dû forcément faire leur déclaration. Donc là, c'est quand même des morts reconnus par d'autres personnes, dont des professionnels de santé, qui disent oui, là, il y a eu un problème, on a eu une rétrogradation et un décès suite à la piqûre. Et donc, si on le déclare et que c'est rentré, c'est-à-dire que les gens considèrent que le décès n'aurait pas dû avoir lieu s'il n'y avait pas eu la piqûre. Donc, après, la NSM dit qu'il n'y a pas de causalité. Et on est sur 1500 rentrées. Multiplié par 10 pour voir un petit peu, pour savoir un petit peu ce qu'on estime qui ait pu se passer. Donc, pour des choses qui sont surefficaces. Et là, on parle que du Pfizer. Voilà. Ça, c'est public. Allez le chercher. Quand même, c'est en ligne sur le site de l'ANSM. Donc, voilà où on en est en termes de pharmacovigilance. Ça vient de la pharmacovigilance américaine. Donc, c'est pareil. Là, en France, c'est que dans des PDF, c'est pénible à aller chercher. Mais vous allez sur le VAERS, qui est la pharmacovigilance vaccinale exprès américaine. Vous pouvez sortir toutes les données. Ça vous fait des jolis tableaux. Vous pouvez trier selon la date, selon le type de vaccin, etc.
Et donc là, sur les vaccins anti-Covid, quand j'ai fait ça, c'est pareil cet été, j'ai sorti, on était à 300 000 problèmes remontés. Donc voilà, pareil, multiplié par 10. Et puis des décès remontés suite aux injections, on était à 30 000, quasiment. 28 833. Voilà, ça vous donne une idée du nombre de problèmes qui ont été remontés. Là, je vous ai montré la France, et là, c'est aux États-Unis. C'est pas petit comme nombre de problèmes. Alors, c'est sûr et efficace, mais bon, il y a quand même plein de morts après. Surtout que, si je ne me trompe pas, si on considère que seulement 1% des cas remontent, on pourrait faire x100. Moi, je dis, c'est déjà même sans multiplier 1500 morts en France, 28 000 montrés aux États-Unis, c'est déjà énorme. Les fabricants disent qu'il faut multiplier par 10, c'est déjà complètement fou. C'est même pas la peine de multiplier par 100. Rien que même sans multiplier, ça devrait s'arrêter depuis longtemps, selon la pharmacovigilance. Ça, ici, pareil, toujours sur le VAERS, vous récupérez, ici en bleu, c'est la somme de tous des décès déclarés comme venant d'un événement indésirable suite à une vaccination depuis le début du suivi de tous les vaccins existants. Voilà, ça c'est en bleu. Et en rouge, c'est juste ce vaccin anti-Covid. Ça parle, l'image parle d'elle-même. Vous téléchargez les données, vous faites le graphique, vous tombez là-dessus. On conclura ce qu'on voudra, hein, mais voilà ce qui se passe. Donc, on a la pharmacovigilance qui, depuis le début, n'est absolument pas rassurante et donc tous les voyants sont au rouge depuis le début. C'est public et il n'y a pas moyen de pouvoir dire que la pharmacovigilance dirait qu'il n'y a pas de problème. Ça n'est pas vrai. Vous allez voir et puis vous allez voir par vous-même. La seule manière de dire, c'est de dire oui, non, la pharmacovigilance, c'est du hasard et c'est que des gens qui se sont déclarés alors qu'ils n'avaient rien. Et donc, mais comme c'est pénible de se déclarer et qu'en fait, il n'y en a jamais eu autant qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé de différent? Pourquoi les gens se seraient 100 fois plus déclarés maintenant qu'avant? Enfin, il se passe quand même quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration qui arrive? D'où ça vient? Par quelle magie? Donc ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Les autorités sanitaires ont leur conclusion, qui est de dire c'est sûr et efficace. Voilà. Regardez la pharmacovigilance, vous voyez qu'il se passe des choses étranges et nous n'avons pas de réponse pour savoir pourquoi il ne faudrait pas considérer la pharmacovigilance comme alarmante. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Là, on va parler d'Israël. Israël, c'est le premier pays qui a commencé à faire des injections de masse de Pfizer. Et sur lequel j'ai été contacté par Steve Ohana et Alexandre Arionco qui ont publié un article dont eux aussi ils ont eu un refus de publication, donc c'est de la part des hébergeurs de publications scientifiques, leur hébergeur habituel qui a dit non, surtout pas, j'en veux pas de cet article. Donc ils ont été censurés, hein, aucun journal n'a pu recevoir leur conclusion. Alors que maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Donc ça, c'était très tôt. Hein. C'était en l'été 2021. Donc j'ai discuté avec eux. Et puis ils se sont fait refuser. Et alors que maintenant, ça commence à sortir. Hein, le fait qu'en Israël, il s'est passé des choses étranges. Et ça a même été publié dans le BMJ, je crois. Donc voilà, leur étude mériterait de ressortir aujourd'hui. Peut-être qu'enfin les gens, maintenant qu'on vaccine plus personne, peut-être que les gens sont enfin capables d'écouter ce qui s'est passé à l'époque et ce pourquoi ils ont été prévenus extrêmement tôt. Donc ça, c'est le nombre de décès en Israël standardisé. Je vous ai dit qu'on a expliqué pourquoi il fait standardiser par âge de façon presque incomparable. Depuis le 1er janvier, voilà, j'ai tout mis en population du 1er janvier 2021. Et donc vous voyez que cette histoire de pandémie mondiale qui ferait des millions de morts et pour lequel il faudrait vacciner tout le monde en Israël, ça ne tient pas la route, puisque il n'y a aucune surmortalité visible en Israël depuis le début de cette histoire. Ce qui ne les a pas empêchés de lancer de la vaccination de masse. C'était le sujet de la première émission qu'on a faite ensemble. Pardon ? C'était le sujet de la première émission qu'on a faite ensemble. Y a-t-il eu hécatombe, hein? Oui, c'est ça. Y a-t-il eu hécatombe? Non. Et ce qu'on voit, et le sujet ensuite des tests, c'était de dire, ce qui a permis aux Israéliens de faire peur, c'est qu'ils sont mis à compter du Covid avec les fameux tests et de dire, regardez, il y a Covid partout et les gens meurent du Covid. Alors, ça, reprenez ce qu'on a dit sur les tests. Voilà, il n'y a pas de corrélation entre aucune maladie et un résultat positif de test. Ça, je l'ai déjà montré, c'est même public. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, regardez, il y a des morts partout quand on teste les gens. Bah oui, mais tous les hivers, il y a une hausse de mortalité, comme partout, on l'a montré, c'est parfaitement corrélé au froid, il y a d'autres choses d'ailleurs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que parmi les morts habituelles, ils ont compté des gens en disant, voilà, il y a un test positif Covid. Et ce qui permet de dire, voilà, ça, c'est le hors Covid en bleu et le Covid en orange. Bon, vous voyez, il n'y a plus de mortalité hivernale quasiment si on enlève ce qui a été attribué au Covid.
Et donc voilà, ce qui a permis de faire peur aux gens avec une statistique, sans qu'il y ait besoin d'avoir de morts en plus. Parmi les morts, on a compté les Covid, on a dit que c'était le Covid qui tuait, et donc qu'il fallait fatalement s'en protéger et vacciner tout le monde. Au petit passage, là, je me suis amusé à l'époque, puisque j'ai découvert cette histoire sur la vaccination antigrippale. Il y a eu aussi un énorme succès, vaccination antigrippale en 2020 en Israël, et vous voyez que le 2020, c'est la seule année où il y a un épisode de hausse de mortalité en octobre, pile pendant cette période de vaccination antigrippale. C'est étrange, hein. Voilà, ils ont eu la première vague, ça n'a pas jamais existé en Israël, machin, mais en revanche, voilà, pof, celle-là, ils l'ont aussi. Et vous voyez que c'est bien différent des autres années. Le résultat, c'est pas très différent, mais ça c'est vraiment visible, hein. Ah, voilà, c'était pour l'histoire de ce qui s'est passé pour la vaccination. Oui, et cette augmentation du vaccin contre la grippe en octobre 2020 présageait déjà le fait que les gouvernements et les vaccinateurs, les entreprises, se doutaient bien que le vaccin allait fonctionner si déjà le vaccin grippal a été beaucoup plus inoculé qu'auparavant. Oui, mais ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, pour notre compréhension, je ne veux pas dire que c'est bien dans l'absolu, mais on voit bien que les gens le réclament. Donc, la vaccination anti-Covid, il serait faux de dire aujourd'hui qu'il y a eu un forçage de main qui était total. Il y a beaucoup de gens qui le réclamaient et qui seraient allés de toute façon. Pour les jeunes, moins, mais en tout cas pour les personnes âgées, vous voyez, ou alors on leur a fait un peu peur en disant que c'était nouveau, mais vous voyez bien que pour la vaccination antigrippale, il y a quand même tout autant des questions à se poser et que les gens ils sont allés de bon cœur. Voilà. Donc il y a le politique qui réclame, on l'a dit, le financier qui détient les laboratoires pharmaceutiques qui réclame, mais les gens réclament. Voilà. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas croire qu'il y a eu un totalitarisme qui serait venu uniquement d'un groupe de personnes pour des questions pécuniaires. Voilà, les gens ont réclamé aussi de subir ça. Servitude volontaire, comme tu disais. Voilà, c'est la servitude volontaire. Et donc là, en Israël, on peut tout à fait, si on prend les courbes de mortalité par âge et puis qu'on met en face le nombre de doses reçues, eh bien, on a une corrélation qui est assez nickel. Donc là, vous voyez la mortalité que j'ai mis en orange, les taux de mortalité ici par tranche d'âge, ici à 29 ans, et ça, c'est le nombre de doses reçues. Et donc, vous voyez qu'il y a une corrélation qui est nickel. Plus on donne de doses et plus on est hausse de mortalité. Donc là, je vous montre les 29 parce que, pour mémoire, les jeunes, il n'y a aucune hausse de mortalité hivernale. Ça n'existe pas. Voilà, la mortalité, elle est pareille à peu près tout le temps, avec des hausses, des hauts, des bas quand il y a des accidents, tout ça. Donc là, on a vraiment un signal qui est extrêmement fort sur la mortalité et le nombre de doses reçues concernant les jeunes. Mais ça marche aussi pour les 30-39. Là, on a aussi une belle hausse ici en janvier-février, là, quand on est dans les injections. Donc ça, on a bien une bonne hausse pendant. Les 40-49 ans, pareil. On a le pic des décès qui arrive pile pendant le pic des injections. On peut faire la même chose 50-59 ans. 60-69 ans aussi, ça marche. 70-79 ans. 80-89 ans aussi, bim. 90 ans et plus, voilà. Je rappelle, Pierre, c'est des données officielles, ça. Ah oui, vous allez sur le site de les datas israéliennes, vous téléchargez les données de mortalité, les données de nombre de doses réalisées, et vous pouvez faire ces graphiques-là. C'est simple. Alors, c'est un peu pénible parce que c'est un peu pénible pour nous, parce que l'hébreu, ça se lit de droite à gauche et pas de gauche à droite, donc les fichiers sont à l'envers. Voilà, vous le découvrirez en le faisant. Mais autrement, faites l'exercice et vous aurez... Ouais, rappelons qu'à cette époque, les gouvernements voulaient éviter à tout prix même un mort Covid, et que avec les données qu'on a là, ça les empêche pas de continuer, quoi. C'est quand même incroyable. Oui, en fait, avant que le temps que les données remontent, donc ils ne savent pas tout de suite qu'il y a eu des hausses de mortalité à ces moments-là. Mais là, quand on l'a fait, encore une fois, Alexandre Yoncode et Steve Wanna, quand on a discuté, on était à l'été 2021. Donc là, ils s'étonnaient quand même qu'il y avoir quand même des problèmes chez les jeunes. Et donc, ils sortent les premiers les courbes de mortalité en mettant les injections en face. On voit que ça tombe tout pile. Enfin, voilà, quoi. C'est le moment d'alerter tout le monde, les autorités, en disant attention. Et là, omerta totale, interdiction d'en parler. Voilà, c'est ça qui s'est passé, interdiction. Pour les 20-29 ans, ici, là, j'ai fait une mortalité mensuelle standardisée, voilà, avec une borne inférieure, borne supérieure, discuter de ce qu'elle a fait. Mais là, on voit très bien que voilà, depuis le début des piqûres massives qui ont eu lieu pour eux assez tardivement, on observe là en 2021, on est autour de février, une hausse de mortalité qui est complètement anormale, qui sort des sentiers battus pendant longtemps.
Normalement, on est erratique. Voilà. Et ici, on a vraiment un volume de décès qui est bien trop gros. Je précise, je ne l'ai pas dit, mais que pour faire tous ces calculs, j'ai enlevé les décès qui ont attrait à la tragédie de Méron. Parce que c'est pendant cette période-là, il y a eu un rassemblement religieux et il y a une quarantaine de morts le même jour du fait d'une bousculade, et donc il faut enlever ces données. Donc là, j'ai enlevé les données de ce jour-là, je ne suis pas en train de tricher avec la tragédie de Méron, tout est enlevé, épuré, de façon à ne pas être biaisé par ça. Donc là, on est vraiment sur des décès de jeunes en dehors de la tragédie de Méron. Et si on calcule en termes de surmortalité sur la période, le seul moment où il y a eu autant de morts, c'est pendant la guerre du... c'est quoi déjà ça? C'est la guerre avec le Liban en 2014. Oui. Et donc voilà, c'est le seul moment où chez 20-29 ans, il y a eu autant de morts. Ouais, donc ça rend ces chiffres encore plus significatifs. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de mortalité chez les 20-29 ans depuis le début de l'année 2021, et il se trouve que les pics sont parfaitement concomitants aux périodes d'injection. Ce sont que des corrélations, on va nous dire, c'est le hasard, machin truc. Bah oui, mais évidemment, il faudra peut-être donner l'explication. Donc voilà, là où on en est. Donc ça, c'était pour vous montrer, c'est vraiment le premier de la sonnette d'alarme que moi j'ai eu en me disant, ouais, il se passe un truc quand même, c'est bizarre. Et puis, bah, omerta totale, de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler. Je ne suis pas en train de dire que, de toute façon, j'ai pas le droit, mais que j'ai la preuve du lien, de causalité entre les deux, mais quand même, ce sont des indices qui doivent normalement remonter la pharmacovigilance ou bien ce genre d'analyse qui mérite d'être monté, publié et d'arriver aux décideurs publics, et on est complètement censuré. On n'a pas le droit. Même pas si En même temps, Pierre, s'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur parapluie, c'est souvent qu'il pleut. Mais bon, ne soyons quand même pas complotistes. Oui, c'est vrai. Ensuite, autre indice, ça, vous allez sur un site qui s'appelle Euromomo, qui s'appelle European Mortality Monitoring, qui fait les statistiques de décès partout en Europe, et puis qui regarde, et puis il vous donne le nombre de décès. Ici, c'est hebdomadaire en Europe. Donc ici, c'est les 15-44 ans, et puis vous calculez un Z-score aussi. Et alors, Euromomo, il est très intéressant parce qu'il nous dit qu'en gros, depuis l'été 2021, il y a beaucoup trop de morts chez les jeunes de 15-44 ans en Europe. Donc là, c'est c'est public, hein, voilà, c'est un site officiel qui vous dit, voilà, la zone de normalité, elle est là en gris. On est sorti complètement de la zone depuis l'été 2021, et on passe même les seuils de surmortalité forte très régulièrement depuis 2021. Donc là, je sais plus quand j'ai fait la capture d'écran, mais retournez-y, allez voir. Donc ça, c'est un problème quand même. Pourquoi est-ce que Romomo nous dit qu'il y a trop de jeunes qui meurent? Donc on était un peu plus loin. Donc là, j'ai discuté avec Patrick Meyer, chercheur belge qui a travaillé dessus. Et du coup, après discussion, je me suis dit, voilà, on peut peut-être faire une statistique simple, juste de savoir de quand est-ce que le nombre de semaines où les décès passent sous la moyenne ici, là, normalement, du hasard, on est moitié au-dessus, moitié en dessous. Le nombre de fois on passe sous la moyenne et le nombre de fois on est au-dessus. Et je fais ça pour tous les pays d'Europe. Et donc là, sur une période on est quoi, de 52 semaines, je suis sur un an, ou non, je suis peut-être que sur 42 semaines là, ici. Mais bref, donc ça fait que, en gros, on a une chance sur 2, donc la moyenne, c'est autour de 20. Et puis on utilise les probabilités pour se dire, en gros, vous avez moins de 5% de chance d'avoir très peu de négatifs et moins de 5% de chance d'avoir très peu de positifs. Et donc là, je calcule le nombre de fois où on a été négatif, c'est-à-dire le nombre de fois où on est en sous-mortalité, c'est-à-dire en dessous de la barre grise depuis le début. Et donc là, vous voyez que selon les années, ici, ce sont des années où il n'y a aucune surmortalité dans aucun pays, parce qu'on est de temps en temps au-dessus, de temps en temps au-dessous de la barre moyenne, hein, c'est normal, de la prévision. En 2020, on a un tout petit peu de pays qui présentent une surmortalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de semaines négatives par rapport à positives. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la surmortalité tout le temps, mais c'est juste qu'on est tout le temps un peu au-dessus de la moyenne. Alors là, en 2021, vous voyez le nombre de pays qui sont en rouge, c'est-à-dire qui sont tout le temps au-dessus de la moyenne. On a la Belgique, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Grèce, etc. Et donc, ça fait beaucoup trop de pays qui sont tout le temps au-dessus. Avec le nombre de pays qu'on a, on pourrait avoir des pays qui sont de temps en temps un peu trop en dessous, un peu trop au-dessus par rapport à la moyenne. C'est le hasard aussi, on pourrait dire, voilà. Mais là, ça n'est pas possible d'avoir autant de pays qui soient tout le temps au-dessus de la moyenne et que ce soit du hasard. Ça n'est pas possible.
Les statistiques sont beaucoup trop faibles pour que ce soit possible. Et donc là, si Euromomo nous dit il y a trop de morts, il faut se poser la question, trop de morts par rapport à quoi? Donc là, je vais faire un tout petit peu de technique, mais c'est pas si facile juste de se dire qu'il y a trop de morts, hein. C'est pas évident parce que la mort, les nombres de décès, ça bouge tout le temps. Je vous ai montré que ça bougeait le décès en fonction de l'âge des gens, en fonction du nombre qui sont et en fonction des saisons. Regardez par exemple le nombre de décès des 70-79 ans au Danemark. Il y a de plus en plus de vie au Danemark et en plus les personnes âgées meurent plus l'hiver que l'été. Ça fait qu'il y a deux choses à prendre en compte. Un, il y a une tendance qui est à la hausse et en plus il faut des courbes qui soient cohérentes pour montrer, parce qu'on s'attend à plus de morts l'hiver que l'été. Ça, c'est les 15-24 ans. En Pologne, c'est exactement l'inverse. Il y a de moins en moins de jeunes en Pologne, donc le nombre de décès a tendance à baisser. Et en plus, en Pologne, il y a plus de décès l'été que l'hiver. Parce que voilà, c'est période estivale. Je suppose que c'est une période où il se passe des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent visiter, où il y a des comportements chez les jeunes qui sont plus à risque du fait qu'ils sont en vacances. Voilà, il se passe un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un moment il y a une surmortalité ou pas? Faut prendre en compte à minimum les deux aspects, la tendance et la saisonnalité. Donc moi, les résultats que je vais vous présenter, j'ai fait une projection. J'en ai fait 3 différentes, mais le principe est un peu le même à chaque fois. C'est-à-dire que ici, si je prends la semaine 10 de chaque année, donc ici, c'est les 70-79 ans du Danemark, et que je vois qu'à la semaine 10 de chaque année, ça monte, je projette la montée sur les années d'après. Et je fais ça pour toutes les semaines. Donc, en projetant chaque semaine sur le futur, je prends en compte à la fois la tendance et la saisonnalité. Voilà, je m'arrête avec la technique. Et c'est pour dire la méthode, comme ça, je suis très transparent sur la méthode que j'ai fait. Et ça permet ensuite de dire, donc j'ai donc ici, vous voyez en gris, c'est la donnée que j'ai calculée. En rouge, c'est la réalité. Et donc, si je fais la différence entre ce qui est prévu et les réalités, je peux calculer, savoir s'il y a une surmortalité ou une sous-mortalité. Voilà. Et ensuite, donc c'est ce que vous voyez les graphiques. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a une surmortalité par rapport à l'attendu. C'est pas forcément qu'il y a plus de morts, mais il y en a plus que ce à quoi on s'attend selon la projection. Et quand c'est vert, c'est qu'il y a une sous-mortalité. Il y a beaucoup de rouge là. Voilà, donc là c'est bien rouge. Et surtout, en dessous, j'ai mis le graphique du nombre de doses reçues par cette tranche d'âge-là, au même moment. Et il se passe des choses assez intéressantes, c'est que pour quasiment tous les pays et toutes les tranches d'âge, j'ai une bosse rouge quand je suis en période de piqûre. Alors que on ne vaccine pas partout au même moment et pas toutes les tranches d'âge en même temps. Mais pourtant, ça marche à peu près tout le temps. Ce qui fait qu'on a un lien statistique. Je n'ai pas parlé de cause, censurez pas tout, mais on a quand même un lien statistique qui mériterait de se poser des questions. Donc ça, il y a une corrélation, quoi. Il y a une corrélation. Je l'ai montré avec d'autres indicateurs. Après, j'ai fait tourner des tests de Sperman, tout ça. Je suis en corrélation significative dans une part majoritaire des cas de figure. Ici, 15-24 ans en Pologne, vous voyez, c'est pareil. Il y a d'autres bosses qui existent pour d'autres raisons, mais là, il y en a toujours une pendant qu'on fait des piqûres. C'est le cas aussi 24-49 ans. Ici, j'ai mis l'Estonie, ça marche nickel. Ici, la Hongrie, c'est le plus impressionnant. On pourrait discuter. Ils ont même commencé la 3e dose chez les jeunes en 2021, les Hongrois. Ah oui. Ouais. Du coup, là, vous avez des pics qui sont vraiment nickel et qui sont jamais égalés. C'est très impressionnant. Ici, vous avez 50-59 ans en France. Voilà, vous avez aussi un démarrage ici qui est inhabituel, avec une mortalité tardive. Et puis une belle 3e dose qui arrive et qui est aussi concomitante à une hausse de mortalité. Ici, la Grèce, c'est pareil, ça marche très bien. La 3e dose marche aussi. L'Autriche aussi, on est nickel. Et puis, voilà, la 3e dose, elle est vraiment impressionnante ici aussi. Enfin, tout fonctionne parfaitement. Voilà, ici, la Croatie, 69 ans aussi, ça marche. 70-79 ans en Danemark, on est bien aussi. Sous-mortalité suivie d'une belle hausse de mortalité quand on démarre pour de vrai. Italie, c'est pareil. Voilà. Donc, que ce soit en Israël ou en Europe, j'ai partout des corrélations qui vont absolument tous dans le même sens. Je n'ai pas prouvé de causalité, mais je dis, il y a une corrélation. Je ne sais pas qui décède. Je ne connais pas le statut vaccinal des gens qui décèdent. Je me contente de remarquer qu'il y a des hausses de mortalité exactement au moment où il y a les campagnes de piqûres. C'est au même moment. Je vous ai parlé de l'Angleterre. Est-ce que tu as déjà réfléchi à une réponse que pourraient fournir les politiques ou les multinationales
pour trouver une autre variable, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, par exemple? Ah bah ils ont déjà démarré. Soit ils disent bah c'est Covid, c'est à cause des non-vaccinés. Ou bien là, vous voyez fleurir des articles en disant oui, il y a des hausses de mortalité l'été, c'est à cause des canicules. Regardez ce qui s'est passé en juillet 2021. Donc là, ils vous ont montré juillet 2022, hein, ou même août 2020, il y a eu des petites canicules. Oui, il y a eu des morts. Et j'ai le sentiment qu'ils ont sorti ces articles-là parce qu'en juillet 2021, on voit une bosse. Même sur les articles qui traitent de la canicule, regardez-les, vous voyez qu'en juillet 2021, on voyait une bosse, il n'y a pas de canicule du tout à ce moment-là. Mais voilà, ça permet. Il y a aussi un enjeu politique en ce moment à parler des morts l'été. C'est pas normal d'avoir des morts l'été, sauf en période de forte canicule, et ça touche certaines tranches d'âge. Ouais, Ça n'explique pas pourquoi en 2021, en dehors de tout moment de canicule et pour toutes les tranches d'âge et pas seulement que pour les personnes âgées, on a des bosses de mortalité. Là, il y a quelque chose de pas normal et donc il y a des petits articles qui fleurissent où vous voyez leur explication, ce sera bah oui, mais c'est l'été, on meurt l'été. C'est pas vrai. Donc oui, en Angleterre, c'est pas les seuls. Il y avait aussi les Écossais qui sortaient des statistiques de mortalité selon le statut vaccinal. Et puis, bah, ils ont arrêté au bout d'un moment, ils ont tout supprimé parce que les statistiques n'allaient pas dans le bon sens. Voilà. Ils ont été très clairs, c'était public. Voilà. Ils ont constaté que dans leur tableau statistique, bah, il y avait une mortalité supérieure des vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ils ont dit, c'est pas normal, c'est donc qu'on a un problème de données, donc on arrête de publier. C'est leur explication. En tout cas, c'est rigolo parce que dans ce sens-là, ça marche toujours. Hein. Ouais, ce qui montre de nouveau qu'on est vraiment dans la croyance et la religion. Hein. Voilà, donc après, ils peuvent très bien avoir des problèmes de données, mais c'est quand même assez étrange que pour ce cas-là, ils décident de censurer. Alors les Anglais ne se censurent pas. Ils ne se censurent pas, mais ils font des choses quand même. Il se passe des choses bizarres, notamment, alors, il y a eu des versions de fichiers où les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés. Ça, c'était le cas notamment, si vous allez voir, il y a différentes versions de fichiers à chaque fois qu'ils mettent à jour, qui rajoutent des dates. Je crois que c'est le fichier numéro 5 sur les 8 qu'il y a maintenant. Il y a un moment donné où les vaccinés se retrouvent avec une mortalité significativement plus supérieure, donc même avec les intervalles de confiance, etc. Et là, vous vous dites, ça, c'est le moment où c'est censé faire un scandale interplanétaire. Avec les autorités de santé ou les gens qui se font engueuler, j'en sais rien. Bah non, tout le monde s'en fout. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être un institut de stats, publier un graphique par âge qui montre que chez les jeunes, les vaccinés meurent plus que les non-vaccinés, et puis bah, tout le monde s'en fout. Il n'y a aucun commentaire qui est fait dessus, voilà. En fait, on peut dire que quand ça va pas dans leur sens, ils s'en foutent des stats au niveau du gouvernement, quoi. Bah, ils se disent que voilà, bon, c'est pas un problème, il y a peut-être un problème dans les chiffres, mais même les médias s'en saisissent pas. Personne qui ose, quoi. C'est incroyable. Alors que normalement, c'est le moment où on devrait se poser des questions, se dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et limite, c'est presque un moment où même les statisticiens de l'ONS, pour sortir ça, ils devraient, enfin, même s'ils n'ont pas envie de sortir, ils s'autocensurent, ils trouvent un truc. Mais là, ils le sortent en se disant bah, je le sors juste comme ça, et puis ça passe crème. Et en effet, ça passe crème. Et je t'avoue que moi, je suis mais complètement sur le cul qu'on puisse sortir cette donnée, s'attendre à ce que ça fasse flop, et puis que ça le fasse. C'est-à-dire que voilà, tout le monde s'en fout. Enfin bref. Alors dans les fichiers, c'est plus le cas. Ils ont dit oui, on avait fait des erreurs, on a corrigé, ils disent pas lesquelles. Mais il se passe quand même des trucs très bizarres. Il se passe des trucs très bizarres, c'est que à chaque fois qu'ils lancent une campagne, en fait l'Angleterre, je vais peut-être préciser, ils n'ont pas vacciné comme les autres. Les autres pays, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont lancé, ils ont fait par âge et ils ont fait première dose, deuxième dose par tranche d'âge. Donc ils ont fait d'abord tous les vieux, première dose, puis deuxième dose 15 jours plus tard, puis ensuite quand il y a eu des nouvelles doses, ils sont passés aux tranches plus jeunes, etc. Les Anglais n'ont pas fait ça. Les Anglais, ils ont dit on vaccine tout le monde première dose. Et ensuite, plus tard, donc il doit y avoir 2 mois d'écart, on le voit sur le graphique. Donc 2 mois après, on vaccine tout le monde deuxième dose. Et donc ça fait, en tout cas dans les statistiques, c'est intéressant puisque ça n'est pas du tout comme les autres. Et si on va dans les statistiques, là on regarde la mortalité standardisée par dose reçue, on voit qu'à chaque fois qu'ils font une campagne vaccinale, il y a une hausse de mortalité pour ceux qui ont une dose de moins que l'attendue. Par exemple, première campagne vaccinale qui a lieu en janvier, entre janvier et février, et là ils disent oh là là, énorme surmortalité des non-vaccinés. Et puis ensuite ça diminue. Et puis les non-vaccinés passent même en dessous de certaines autres catégories. Ensuite, quand arrive la deuxième dose, donc là c'est en avril qu'ils ont fait la deuxième dose pour tout le monde, eh bien on voit une énorme surmortalité des premières doses uniquement.
Donc là, c'est bizarre. Et donc, pas du tout les non-vaccinés, hein. Les non-vaccinés se trouvent à beaucoup moins mourir que les une dose. Et il se repasse la même chose quand ils passent à la campagne de la 3e dose, qui est plus tard. Là, pour le coup, c'est les 2e doses qui se retrouvent avec une hausse de mortalité supérieure, même aux premières doses et même aux non-vaccinés. Donc à chaque fois, dans les statistiques, là, il se passe une incohérence totale, qui est que quand on lance une campagne de vaccination, on se retrouve avec ceux qui sont en dose N-1 qui ont une surmortalité qui explose. Et donc ça, c'est pas du tout qu'il y aurait... alors, il y a eu plein d'explications, voilà, sur des variants qui s'occuperaient des gens à dose N-1 ou que les doses N-1 seraient moins protégés. Une baisse d'immunité. Voilà, mais ça, personnellement, moi, j'y crois pas. Ce qui se passe, c'est qu'on a un problème d'ordre statistique, c'est le comptage qui est mauvais. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une différence entre le statut vaccinal des gens et ce qui est remonté ensuite en Angleterre aux autorités de santé. Et c'est une différence, il suffit qu'il y ait un décalage de 15 jours de remontée. Et il suffit de ça, mais mettons par exemple qu'on ait quelqu'un, voilà, mettons qu'il y a une parfaite innocuité, hein, même s'il y a une parfaite innocuité des vaccins, que ça tue personne, il suffit que par exemple, comme il y a tous les jours des gens qui meurent, le hasard fait que vous vaccinez quelqu'un et parmi tous ceux que vous avez vaccinés, le lendemain, il y a un certain nombre qui vont mourir. Si vous vaccinez des millions de personnes, parmi les plus âgés, comme il y en a tous les jours, voilà, c'est le hasard. Mais si jamais il y a un décalage et que l'information met du temps à remonter, ça veut dire que tous ceux qui meurent dans les jours après leur injection, ils sont comptabilisés chez ceux qui ont reçu une injection de moins. Donc tous les vaccinés une dose qui sont morts dans les jours qui suivent leur première injection, ils sont comptés parmi les morts des non-vaccinés. Et c'est un problème parce que les non-vaccinés, du coup, on a fait comme si leur population diminuait au fur et à mesure qu'on vaccinait les gens, mais on leur attribue quand même les morts des gens qui ont reçu une dose. Et c'est ce qui arrive ensuite également à la deuxième vague. Les gens qui ont déjà reçu une dose et qui ont leur deuxième, ceux qui meurent juste après leur deuxième dose, leur mort est attribuée à ceux qui n'ont qu'une dose. Donc et c'est ce qui arrive encore à la troisième dose. C'est une grosse erreur, hein. Voilà. Et donc, ce qui fait que statistiquement, on a un biais statistique qui ferait croire à une hausse de mortalité des gens qui ont une dose de moins à chaque fois. Et c'est pour ça que le graphique, il n'est pas du tout cohérent et qu'il raconte n'importe quoi. S'il y avait un danger mortel, on devrait voir les vaccinés tout le temps, les zéro vax tout le temps en haut, suivi par les une dose, etc. Enfin, ça n'a pas de sens que ça se chevauche comme ça. Et ça, c'est l'équipe de Norman Fenton, hein, qui est extrêmement connue en Angleterre, avec ses ingénieurs qui ont montré ces explications-là. Et juste, s'ils ont reproduit ce décalage-là sur des données fictives en imaginant un vaccin qui tue absolument personne, qui fait rien de spécial, mais juste en décalant les données, et il suffit d'avoir ce décalage de données pour retrouver exactement ces graphiques-là. Donc ces graphiques, l'explication la meilleure et la plus probable, c'est que ces graphiques sont uniquement dus au fait qu'il y a des décalages dans le nombre de doses. Même s'ils sont dus au décalage dans le nombre de doses, vous remarquez quand même qu'il y a un petit problème de discours. Vous voyez quand même que les premières doses, en tout cas, mis à part au tout début, quand il y a le problème des données, eh bien, très rapidement, les une dose meurent plus que les 0 doses. Hein. Et ensuite, on a les 2 doses qui se mettent à mourir plus que les une dose et que les 0 doses. Voilà. Donc, on a un problème statistique qui est que les bosses, là, elles n'ont pas trop de sens. Mais en revanche, sur le long terme, une fois qu'on a supprimé le décalage temporel, normalement, ce graphique-là, il devrait donner pour conclusion aux autorités de santé, on a un problème de santé publique. C'est ça qu'on devrait voir. Et ce graphique-là, il est public sur l'ONS. Le graphique, il faut le faire, mais les données sont sur l'ONS. Allez les télécharger, vous allez voir ce que je raconte, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Et puis pour terminer, assez rapidement, il y a des agences les agences gouvernementales comme Epiphar. Je vous avais montré qu'Epiphar avait fait une super étude pour dire que la vaccination était hyper efficace, qui était un copier-coller de celle des Israéliens, de Pfizer, etc. Et même une étude de phase 3 où ils comptent que le Covid de façon à promouvoir à atténuer les biais statistiques. Ils ont fait pareil pour les études de sécurité. Voilà. Donc ils ont dit que c'était parfaitement sûr pour les 18-74 ans, les vaccins Covid-19. Alors, ils ont dit que pour les événements cardiovasculaires, pour dire qu'on ne mourrait pas d'arrêt cardiaque. Donc là, cette étude-là, elle a plein de problèmes. La première, c'est qu'en fait, ils disent 18-74, mais il n'y a pas de jeunes dans l'étude, parce qu'en fait, ils prennent les données que jusqu'au mois de juin 2021, et le pass sanitaire, c'est le 12 juillet, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de jeunes qui ont été vaccinés à cette date. Donc,
C'est pas vrai, c'est pas du tout une étude sur les 10-74, c'est une étude qui porte plutôt sur les plus de 60 ans, quoi. 60-74, c'est tout. Voilà. Donc déjà, le titre est assez mensonger quand on regarde la manière dont sont fait les données. En plus, en termes de méthodologie, c'est complètement bizarre ce qu'ils ont fait. Pour savoir si les non-vaccinés avaient plus ou moins de phénomènes cardiovasculaires que les vaccinés, ils ont apparié. Mais classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un non-vacciné et on le prend avec un vacciné. Et si on regarde à date le nombre d'arrêts cardiaques ou de problèmes cardiaques qu'il y aurait à partir de cette date-là, hein, et puis on regarde sur toute la période, ce qu'ils ont fait, c'est pas ça. C'est qu'ils ont pris un non-vacciné avec un vacciné et qu'ils ont comparé un non-vacciné avec un vacciné que sur une période de 3 semaines. Voilà. Et ensuite, les vaccinés, au bout de 3 semaines, sont remis dans le groupe témoin. Donc, Non vacciné. Dans le groupe non vacciné. Donc, c'est-à-dire qu'ils comparent des vaccinés fraîchement vaccinés avec des vaccinés qui ont été vaccinés il y a longtemps, en considérant que s'il y a des épisodes cardiovasculaires, c'est que dans les 3 semaines. Sinon, ça compte pas. Donc là, c'est un biais qui est énorme. C'est-à-dire que les conclusions de l'étude ne peuvent pas être qu'il y a une différence de risque entre les personnes vaccinées et non vaccinées. C'est juste que les conclusions, c'est les différences de risque entre un fraîchement vacciné et un vacciné de plus de 3 semaines. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a autant de chances d'avoir un événement cardiovasculaire dans les 3 premières semaines qu'après. C'est la seule conclusion de ce papier. Bon, et c'est la seule conclusion. Voilà, mais donc ils disent voilà, c'est pas significatif. Alors, c'est même les données sont même problématiques parce qu'ils disent que c'est significativement protecteur. Donc voilà, qu'il y aurait significativement moins d'infarctus chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc voilà, faites-vous piquer toutes les semaines, les gars, et vous aurez moins d'infarctus. Ça, c'est des données des multinationales, évidemment. Alors non, c'est vraiment les données des hospitalisations françaises, hein, traitées par... mais voilà, ça montre juste qu'il y a un biais. Ouais, mais ok, je comprends. C'est pas possible que d'avoir des données qui nous disent qu'il faudrait recevoir des produits injectables de façon à avoir moins d'événements cardiovasculaires. C'est même contraire à ce que disaient les essais de phase 3, ça n'a pas de sens. En revanche, pour Janssen et AstraZeneca, là, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a un sur-risque d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire. Hein. Donc, c'est écrit noir sur blanc dans le papier. Donc, quand ils concluent, disent qu'il n'y a pas de risque, si vous lisez le papier en entier, vous voyez que déjà, il y a un problème avec l'âge des gens, qu'ensuite, la méthodologie pose problème, qu'après, dans les conclusions, ils disent que on a moins d'infarctus quand on s'est fait piquer, ce qui est quand même assez étrange. S'il n'y avait rien, on devrait être autour de 1, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais en plus, chez Janssen et Astra, il y a un sur-risque qui est démontré. Donc là, on a un vrai problème. Et quand le papier conclut, oui, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont fait piquer par Astra. Alors ça, c'est génial parce que voilà, tous les vaccins sont sur-efficaces, qu'il n'y a aucun problème depuis le début. Mais quand même, déjà, il y en a la plupart maintenant qui sont interdits. Mais en plus, on a des documents officiels d'organismes gouvernementaux qui nous disent, oui, il y a un sur-risque. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui les ont reçus, et puis qui ont eu des problèmes après, voilà, c'est écrit noir sur blanc, mais l'agence considère que vous n'existez pas et que vous n'êtes pas important. Tant pis pour eux. Tant pis, voilà. C'est ça un peu, ouais. Absolument. Donc voilà, on a fait les deux parties, hein, sûr et efficace. Donc on a vu que c'était sûr et efficace. Efficace, on a vu que c'était efficace pour ne pas se faire tester. Et puis sûr, c'est sûr à condition de regarder que les données, que certaines parties de données. C'est sûr à condition de considérer que la pharmacovigilance ne reflète absolument pas les dangers, qu'il est tout à fait normal d'avoir une explosion du nombre d'effets indésirables qui soient déclarés à la pharmacovigilance, que ça n'a certainement rien à voir avec le fait qu'on est en train de piquer les gens, que les hausses de mortalité concomitantes aux injections, c'est un hasard complet. Voilà. Il y a plus de décès en Europe chez les jeunes depuis juillet 2021, mais c'est du hasard, ou c'est peut-être le modèle, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est sûr, à condition de considérer que tous les indices qui sont à notre disposition sont soit du hasard, soit biaisés, et qu'il ne faut pas en tenir compte. Donc, c'est sûr, Pierre, si on fait abstraction du réel, en gros. Si on fait abstraction des données qui nous sont remontées. Voilà. Après, le réel, on pourra en discuter, hein, savoir quel est le... Oui, du réel, en tout cas de certains éléments qui nous sont donnés par des organismes officiels. Et qui, normalement, dans une société qui se soucie du bien commun et des gens,
aurait amené à quand même mettre une phase moratoire à la vaccination. Puisque là, ici Bah, en Belgique, on commence la 4e dose, hein, je t'avais expliqué. oui, mais regardez ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des campagnes vaccinales qui se sont arrêtées à quelques dizaines de problèmes. Enfin, et ça s'est arrêté tout de suite. Il y a des exemples historiques. Je l'ai plus les noms en tête, mais je les remettrai dans mon bouquin. Voilà, des vaccinations qui s'arrêtent parce qu'on lance un truc pour protéger la population d'un danger mortel, tout ça, c'est arrivé dans l'histoire. Sauf que dès que sont arrivés des problèmes, même en tout petit nombre, où on a commencé à dire oh là là, il y a des morts, ça s'est arrêté tout de suite. Enfin, là, on a les indices sont énormément plus nombreux que les fois où on s'est arrêté et on s'arrête pas. Des choses bizarres. C'est je vais dire à chacun de se faire son idée. Voilà, encore une fois, toutes ces données sont publiques. Ce sont voilà, des données des organismes publics, des agences gouvernementales, des études qui sont en ligne. Pour Israël, comme je le disais, il y a des études qui sont sorties qui montrent que exactement pendant les campagnes d'éjection, il y a eu des appels et d'utilisation des urgences cardiaques qui a été beaucoup plus forte, en particulier par les jeunes. Voilà, ce qu'on savait même déjà dès juillet 2021, on l'avait dit, on s'est fait censurer quand même, mais tant pis. Voilà, donc même ça, c'est sorti. Donc il se passe tout un tas de signaux qui sont sortis, qui sont publics, que vous pouvez consulter. Alors voilà, voilà, ce que font les agences gouvernementales, les gouvernements, les politiques et les industriels, c'est de dire que tout ça, ça n'est que du bruit, du hasard, que ce n'est pas la réalité, et surtout, ils continuent de prôner le discours qu'il y a un danger mortel qui fait que ces risques valent le coup. Voilà. Je me suis dit pendant l'émission que j'allais envoyer cette émission d'aujourd'hui à tous les parlementaires belges en leur demandant de se prononcer sur ce qui est dit pour voir s'ils ont une réponse à offrir. Et je leur enverrai. On a la liste des parlementaires sur les sites et on va voir combien répondront en général. Sur des centaines, il y en a 1 ou 2 qui répondent et des réponses totalement lénifiantes. Oui, mais enfin, il se trouve que quand j'ai publié une vidéo qui montrait exactement quelle était la méthodologie d'Epiphare qu'on a vu de l'agence gouvernementale et que j'ai expliqué pourquoi, enfin, il n'y avait absolument rien qui tenait la route dans la méthodologie, la réponse du directeur d'Epiphare sur Twitter, qui me répondait, ça a été très, je le cite mot pour mot, les vaccins sont sûrs et efficaces, les vaccins sont sûrs et efficaces, les vaccins sont sûrs et efficaces. Point. Voilà. Donc, en fait, voilà, répétez-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et donc, voilà, derrière, les arguments qui sont facilement démontrables de pseudo-sciences qui ont été mis en avant, finalement, c'est la méthode Coué qui finit par être le dernier recours de ces gens-là. Et probablement que si tu envoies ça à des parlementaires qui aucun ne veut se mouiller sur le sujet, c'est aussi parce qu'il y a une pression sociale avec des gens qui veulent absolument recevoir leur piqûre pour se faire protéger, ben, ils iront jamais sur ce terrain-là. Et voilà, trouver des parlementaires courageux à notre époque, ça court pas les rues. Alors donc je rappelle qu'en janvier, normalement, ton livre sortira. On l'attend impatiemment. Que tu aies une chaîne YouTube Décoder l'écho qui n'est pas encore censurée. C'est bien. À chaque fois qu'on fait une émission, je me dis c'est la dernière. Bon, bah, on a fait 8. Il en reste encore 2, c'est ça hein, Il en reste une dernière de conclusion. Et on s'est dit qu'on ferait une conclusion. Tu as raison. Donc une, et puis plus tard une conclusion. Voilà, que dire de plus? On ne peut pas trop dire, mais j'ai eu Ariane Bélaurent qui m'a dit voilà, il va y avoir un gros colloque ce week-end. On ne peut pas dire où ça va avoir lieu. On est vraiment dans un système complètement dingue. On ne peut pas dire où ça va avoir lieu parce qu'il y a un risque que les gens ne louent plus la salle, ou en tout cas voilà. Donc, mais il y a un gros colloque débat samedi dimanche qu'on va retransmettre en direct et tu y es invité et tu seras là tu vas être un électron libre, tu vas pouvoir parler totalement librement. Oui, enfin de toute façon, voilà, moi je dis ce que j'ai à dire, donc je ne me censure pas, je vais dire exactement ce que je pense. Si il y en a parmi vous qui ont suivi toutes les émissions, vous verrez que je reprends le fil, je fais quelque chose évidemment de beaucoup plus court parce qu'on doit être à une dizaine d'heures d'émission et que je vais parler pendant 40 minutes. Donc je vais traiter 4 points, mais l'objectif c'est bien de montrer
Par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, je ne vais pas en parler, parce que je vais parler de l'arnaque statistique qu'il y a tout du long sur les différents échanges, depuis le début de cette histoire. Donc, vous ne serez pas perdu et puis vous verrez du coup l'information en plus court qui ne traitera pas de tout, mais qui reprendra l'essentiel. Ce sera une synthèse. Alors pour terminer, je rappelle que la censure est inédite. Alors est-ce que c'est du hasard? La première émission qu'on a faite ensemble, je pense qu'il y avait 400-500 personnes qui nous suivaient. Maintenant, aujourd'hui, il y en avait environ 200. On se rend compte que Facebook ne notifie plus, en tout cas ne prévient plus les abonnés quand il y a un live. Donc j'invite vraiment les gens à nous rejoindre sur notre chaîne Odyssée, qui ne censure pas, de s'abonner à notre newsletter. Parce que je voudrais quand même rappeler que si demain ils ferment notre chaîne Facebook, comme ils ont fait avec Children Health Defense, donc ils ont fermé la page Facebook, voilà, les informations que vous avez aujourd'hui, vous ne les aurez plus. Alors le seul moyen vraiment, c'est la newsletter, où vous serez toujours informé, et d'aller sur Odyssée et sur d'autres, sur Telegram pour l'instant, et voilà, d'aller sur d'autres réseaux pour nous suivre et voilà, aller sur Facebook aussi, mais abonnez-vous voilà. Sinon, leur but, je pense vraiment, dans un système totalitaire, le but c'est que toutes ces informations, vous ne les receviez pas. Voilà, qu'il n'y ait plus de débat, qu'il n'y ait plus de possibilité de contredire la doxa, le narratif officiel. Voilà, donc encore mille merci Pierre Léco pour c'est plus que des éclaircissements, c'est la lumière qui arrive qui éclaire un peu la pénombre, la noirceur médiatique. Moi, je fais que sur la partie chiffres. Tu reçois des gens qui sont exceptionnels sur la partie contrôle des masses, on va dire, puis la partie psychologique de tout ce qui a été vécu. Aussi, j'ai pas beaucoup traité des intérêts financiers non plus qu'il y avait derrière. Je pense que aussi, il faut se rendre compte que même la censure que nous subissons n'est pas qu'une censure, on va dire, ceux qui détiennent Facebook, YouTube, tout ça, mais les gens participent. Voilà. Donc c'est aussi la découverte de ce qui s'est passé. On est en plein théorème de H avec le fait que il y a une censure qui est presque démocratique d'un grand nombre de personnes qui font des alertes permanentes sur tout discours qui est différent de celui entendu dans les médias. Donc ils n'ont même pas besoin de se forcer. Ceux qui détiennent les plateformes, ils répondent aussi à la volonté de très nombreuses personnes qui est de faire taire les discours qui soient différents. Voilà. Oui, on pense aussi qu'il y a des cabinets politiques qui payent, et ça on a quelques preuves, on va essayer de creuser, mais qui payent des gens pour alerter sur des contenus qui n'iraient pas dans le sens de la version officielle, c'est sûr, ouais. Oui, mais du coup ça se fait à plein de niveaux différents. Et ça se fait pas qu'en centrale aux décideurs qui sont tout en haut du fric. Il y a plein de niveaux. Toi, tu parles du niveau politique, on a parlé du niveau financier, des liens d'intérêt qu'il y a entre ce genre de médias, les plateformes, avec la haute finance, les fonds de pension, les labos pharmaceutiques. Le politique aussi qui a son intérêt, qui participe et qui utilise son pouvoir de coercition. Mais aussi, on se retrouve aussi avec une certaine masse de personnes qui aussi participent au système de manière volontaire, parce qu'ils pensent que le bien commun, c'est de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a aussi que tu ne parles que des chiffres, mais comme disait Vincent Pavant, dont le livre est derrière toi, Le débat interdit, sans la modélisation mathématique et le mensonge que ça représente dès le départ, le Covid ne prenait pas. Bon, après, comme tu en as parlé, il y a eu les tests PCR et tout ça, mais donc les chiffres, les démanteler, montrer ce que c'était, c'est vraiment essentiel. Donc encore merci. Merci à vous de me recevoir et surtout de me laisser la parole aussi longtemps. C'est rien, il faut du temps pour même si c'est long, il faut du temps pour comprendre les choses et voilà, c'est important. Voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard, parce qu'on sera dans le Gard la semaine prochaine. Donc à moins qu'on fasse une émission du Gard, ça sera un peu plus tard. Je sais pas si tu seras là. Moi, a priori, je devrais sur cette période-là, ce créneau-là, normalement, ce devrait être bon. J'attends de vos nouvelles pour faire les conclusions de cette grande aventure. Merci Pierre. Merci Alexandre. À très bientôt. Salut. Salut. Merci à tous.